Et bienvenue pour cette correction de l'interro numéro 1 sur les suites numériques. Donc on va corriger les trois parcours, parcours commun, parcours numéro 1, parcours numéro 2. Tout ceci dans l'ordre. Le petit carré bleu que vous voyez en bas, il sera utile s'il y a besoin de montrer des choses sur GeoGebra ou sur une calculatrice type Numworks. Pour l'instant, on démarre par l'exercice 1 du parcours commun. Il fallait déterminer les limites de 4 suites différentes et pour ceci, il fallait utiliser les théorèmes, propriétés et méthodes du cours. Je vous propose de commencer par UN puisque c'est la première. Alors, j'en profite, hein, l'intérêt de cette correction, c'est aussi de vous permettre de mieux réussir votre quick qui est à faire pour la rentrée. Donc si ça peut vous être utile, profitez-en. UN, on a une suite qui est définie comme ceci. On doit reconnaître directement une suite géométrique. Alors, si c'est une suite géométrique, je dois reconnaître le premier terme et la raison. En l'occurrence, ici, mon premier terme, c'est moins 4, et ma raison, Q, c'est 3 demi. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la rédaction, je vais juste énoncer ce qu'on attendait, préciser que c'était une suite donc géométrique, préciser son premier terme, sa raison, et en déduire grâce à la propriété du cours que sa limite, lorsque n tend vers plus l'infini, et donc, comme le premier terme est négatif et sa raison est plus grande que 1, sa limite c'est moins l'infini. Pour justifier, on précise car Q est plus grand que 1 et U0 est négatif. Voilà pour UN. On a une seconde suite qui est Vn. Cette fois-ci, on a du moins 1 puissance n au numérateur. Dès qu'on voit du moins 1 puissance n, si on a bien compris, on sait qu'on va devoir utiliser le théorème des gendarmes pour encadrer cette suite. Pourquoi? Je rappelle, moins 1 puissance n, ça n'a pas de limite, donc on va avoir besoin de l'encadrer. Alors cette suite Vn, comment peut-on l'encadrer? Eh bien, moins 1 puissance n, c'est toujours plus petit que 1, donc tout ceci, c'est toujours plus petit que 1 sur 2n plus 3, et toujours plus grand par contre que moins 1 sur 2n plus 3. Une fois qu'on a ça, eh bien, on sait que 1 sur 2n plus 3, ça va tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini, puisque le dénominateur va faire une très très grande valeur, et le numérateur est une constante. Pareil pour moins 1 sur 2n plus 3, tout ceci, ça va tendre vers 0. Autrement dit, j'ai encadré par deux gendarmes qui convergent vers 0, et bien c'est que le voleur, il converge vers 0 nécessairement. Donc sa limite, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 0. On peut enchaîner, on a quoi ensuite? Wn, qui est défini par 5n carré moins n sur moins n carré plus 8. Alors là, si on réfléchit bien, le numérateur, il tend vers quoi? On a 5n carré qui tend vers plus l'infini, moins n qui tend aussi vers plus l'infini. Donc déjà, on a quelque chose du genre l'infini moins l'infini. C'est déjà une forme indéterminée. Et en plus, je vais diviser par moins n carré plus 8 qui tend vers moins l'infini. Autant vous dire que tout ceci, c'est indéterminé. Donc pour lever l'indétermination, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On factorise par notre terme de plus haut degré. Donc si on fait ceci, on remarque qu'au numérateur, le plus haut degré, c'est n carré. Souvenez-vous, le degré, c'est la plus haute puissance sur la variable. Et dans le cas des suites, la variable, c'est n. Donc je vais factoriser par 5n carré au numérateur. Facteur de 1 moins n. Comment j'obtiens n à partir de 5n carré? Il faut que je divise par n déjà, et aussi par 5. Donc je divise par 5n. Tout ceci sur moins n carré plus 8. Mon terme de plus haut degré, c'est moins n carré, qui est donc facteur de 1. Comment j'obtiens 8 à partir de moins n carré? Eh bien, je rajoute 8 et je divise par moins n carré. Aussi simplement que ça. Une fois que j'ai fait ceci, je suis assez content car les facteurs vont pouvoir se simplifier. En effet, 5n carré sur moins n carré, je peux simplifier par n carré. Qu'est-ce qu'il me reste? On va le faire à droite. 5 sur moins 1 fois 1 moins 1 sur 5n sur 1 plus 8 sur moins n carré. Et à partir de là,
Je suis assez content dès que j'ai du n uniquement au dénominateur parce que si ceci tend vers plus l'infini, c'est que toute ma fraction tend vers 0. Pareil au dénominateur, 8 sur moins n carré, ça tend vers 8 sur moins l'infini, donc en fait, ça tend vers 0. Autrement dit, le numérateur de cette fraction tend vers 1, et pour le dénominateur, pareil, ça tend vers 1. Qu'est-ce qui me reste au final? Il me reste 5 sur moins 1, qui me donne moins 5, fois quelque chose dont la limite est 1. Donc autrement dit, fois 1. Ça ne change pas, c'est moins 5. Je peux conclure, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Wn, eh bien qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on a trouvé juste maintenant, à savoir moins 5. Il nous en reste une petite dernière pour la route. An qui est défini par 4n cube moins n plus 10. On a encore une forme indéterminée, malheureusement, car ceci tend vers plus l'infini, moins n tend vers moins l'infini, donc on a quelque chose du genre plus l'infini, moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Pas de panique, on va lever l'indétermination en factorisant par notre terme de plus haut degré. Ici, c'est 4n cube. Vous remarquerez qu'à chaque fois que je factorise par le terme de plus haut degré, je prends son coefficient. Ici, j'avais pris 5n carré et au dénominateur, moins n carré. Vous pouvez aussi prendre uniquement n carré. À ce moment-là, ce qui va changer, c'est l'intérieur de votre parenthèse. Dans tous les cas, ça reviendra au même. Ici, donc, on a 4n cube facteur de quoi? 1. Pour obtenir moins n à partir de 4n cube, je fais moins 1 sur 4n carré. Donc si je détaille un peu, 4n cube sur 4n carré, ça va donner n. Et comme j'ai moins 1, ça va me donner moins n. Et pour obtenir 10, eh bien c'est très simple. Je multiplie par ce que je veux, 10, et je divise par 4n cube, dont je veux me débarrasser. Maintenant, on va pouvoir aller un petit peu vite. 1 sur 4n carré, tout ça, ça tend vers 0, puisque n tend vers plus l'infini. De même pour 10 sur 4n cube qui tend vers 0. Autrement dit, on a 4n cube qui tend lui vers plus l'infini, fois quelque chose qui tend vers, eh bien tout ceci tend vers 1. Donc j'obtiens quelque chose qui tend vers plus l'infini fois 1. Autrement dit, on va l'écrire ici, limite lorsque n tend vers plus l'infini de an, c'est rien d'autre que plus l'infini. Et on en a fini pour le petit a. Pour le petit b, il fallait compléter un tableau où on vous demandait quelle était la limite du quotient un sur vn. Alors pour ça, il faut connaître ces formes indéterminées. N'oubliez pas, certaines formes ont l'air d'être indéterminées, mais ne le sont pas vraiment. Les seules formes indéterminées que l'on connaît sont les suivantes. Je vous les note ici. Donc les formes d'indéterminées, vous les voici, elles sont au nombre de 4. Ce qu'il faut retenir, c'est l'infini sur l'infini, c'est indéterminé. De même que 0 sur 0, l'infini moins l'infini, ou 0 fois l'infini. A noter que cette dernière forme indéterminée, je l'ai entourée en bleu parce qu'en fait, on n'a pas vraiment besoin de la retenir. Dans le sens où l'infini sur l'infini, si on réfléchit bien, c'est l'infini fois 1 sur l'infini. Et en fait, 1 sur l'infini, c'est 0. Donc je retrouve l'infini fois 0, cette petite forme indéterminée bleu ciel. Pareil, 0 sur 0, c'est 0 fois 1 sur 0. 1 sur 0, c'est l'infini. Bien sûr, je parle en termes de limite. Donc 0 fois l'infini, je retrouve encore ma forme indéterminée bleu ciel. Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les formes indéterminées, ou plutôt toutes les formes que vous trouvez qui ne sont pas du type 1, 2, 3 ou 4, ce sont des formes déterminées. Donc vous êtes censé pouvoir trouver la limite. Voyons un petit peu notre tableau. La première proposition, on a moins l'infini sur 0 plus. Est-ce que c'est une des formes indéterminées? En l'occurrence, non. Donc je peux trouver la limite. Maintenant, à moi de faire le job pour trouver cette limite. Moins l'infini, c'est très grand. Je divise par quelque chose de tout petit, 0, positif. Donc quelque chose de très grand négatif divisé par quelque chose de très petit positif. Premier réflexe, quel est le signe? Négatif divisé par positif, ce sera donc négatif. Et très grand divisé par très petit, ça va rester très grand.
plus je divise par quelque chose de petit, plus en fait c'est comme si je multipliais par quelque chose de grand. Donc la limite ici ce sera moins l'infini. Ensuite, deuxième colonne, 0 plus sur 0 moins. Là on a bien quelque chose d'indéterminé, on reconnaît la seconde forme indéterminée. Troisième colonne, 4 sur 0 moins. Dès que j'ai une constante, je sais qu'il n'y aura pas d'indétermination. 4 divisé par 0 moins, je divise par quelque chose de très petit, négatif. J'obtiens donc quelque chose de très grand, négatif, puisque 4 est positif. Donc moins l'infini. Et moins l'infini sur racine de 2. Racine de 2, c'est une constante. Donc si je divise quelque chose d'infiniment grand par une constante, en fait, ça reste infiniment grand. Et comme on est chez les négatifs, moins divisé par plus, ça reste moins, donc moins l'infini. Plus l'infini sur moins l'infini, c'est une forme indéterminée. On reconnaît la première. Et le dernier, moins pi sur moins l'infini. Moins pi est une constante négative. Si je la divise par quelque chose de très grand négatif, déjà au niveau du signe, ce sera positif. Et ensuite, au niveau de la valeur, eh bien, prenez une constante. Vous ne cessez pas de la diviser. Au bout d'un moment, vous allez vous retrouver avec plus grand chose. Donc, on a 0 plus comme limite. Pourquoi le plus? Parce que moins divisé par moins, ça donne bien plus. Et on a fini pour le petit b. Et on enchaîne avec le petit c. Donc, on avait une représentation graphique d'une suite définie par récurrence. Et il fallait représenter les premiers termes. Bon, pour ceci, je vous rappelle qu'on avait une activité GeoGebra prévue à cet effet. On va donc s'amuser à corriger ceci sur GeoGebra. Ce qu'il fallait remarquer, c'est la droite ici bleue, c'est la droite d'équation y égale x. Et la droite, enfin la parabole ici en vert, c'est la représentation de la fonction de récurrence. Ici en l'occurrence, moins un quart, facteur de x carré moins 8x moins 9. U0 égale 8, c'est donné dans l'énoncé. Ça veut dire que le premier point que j'ai démarre ici, à U0 qui vaut 8, au niveau des abscisses. Je cherche le point d'intersection avec ma courbe. Une fois que je le trouve, je peux trouver U1 grâce à la droite horizontale d'équation y égale f de U0 et la droite d'équation y égale x. Autrement dit, ça ressemble à ceci. Cette droite-là, elle s'intersecte ici avec y égale x. J'obtiens donc mon U1 ici. Alors, on va réitérer cette opération. Et voici ce qu'on était censé obtenir au final. Je rappelle, on part de U0 sur l'axe des abscisses. On trouve le point d'intersection avec la courbe de notre formule de récurrence. Ensuite, horizontalement, on cherche où est-ce que l'on croise la droite d'équation y égale x. Ça nous donne l'abscisse de U1 et on réitère cette opération jusqu'à ce qu'on obtienne les 3 ou 4 premiers termes qu'on vous demandait dans l'énoncé. Il faut comprendre que cette procédure peut se répéter indéfiniment et on peut trouver U5, U6, U7, U8, etc. Ensuite, on vous demandait en rouge, nous avons la droite d'équation. Donc si on regarde sur le sujet de l'interro, en rouge, c'est la droite d'équation y égale x. Et en vert, c'était la courbe de la fonction f définie par f de x égale, eh bien je reprends la formule de récurrence et je change les un par des x. Autrement dit, f de x égale moins un quart de x carré moins 8x moins 9. Et ensuite, on vous demandait si la suite semblait converger ou diverger. Eh bien, si on regarde un petit peu, on va retourner sur GeoGebra. Si on continue ce chemin de croisement entre la droite d'équation y égale x et la courbe de notre fonction, on remarque qu'on va se stabiliser vers ce point-là. Autrement dit, la suite, elle semble converger. Il fallait donc entourer converger. Il ne nous reste plus que le petit d. Il fallait trouver la limite de Sn. Sn, si on regarde bien, c'est la somme des premiers termes d'une suite géométrique. Alors, il faut donc observer quel est le premier terme de cette suite. Eh bien, en l'occurrence, c'est 1. Je commence à 1, ma suite. Et quelle est la raison à chaque fois? Le nombre par lequel je multiplie, c'est 1 tiers. Autrement dit, je peux considérer que Sn, c'est la somme des premiers termes d'une suite géométrique qui ressemble à ceci. Alors voilà, donc Sn, c'est la somme de U0 plus U1 plus jusqu'à Un, avec U0 qui est égal à 1.
Et Q, vu que c'est une suite géométrique, la raison, elle est de 1 tiers. Sur la calculatrice, pour avoir une petite idée, on peut commencer à calculer les premiers termes. Si je fais 1 plus 1 tiers plus 1 sur 3 carrés, etc., jusqu'à 3 puissance 5, j'obtiens un nombre proche de 1,49, etc. Si je vais un petit peu plus loin et que je fais 1 plus 1 tiers, etc., jusqu'à 1 sur 3 puissance 10, j'obtiens ce nombre, 1,49999. J'observe que ça se rapproche de plus en plus de 1,5. Démontrons par le calcul que c'est bien la limite escomptée. On se souvient dans notre cours que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de la somme des premiers termes d'une suite géométrique, c'est le premier terme de cette suite sur 1 moins la raison. Autrement dit, U0 sur 1 moins Q. Il ne me reste plus qu'à remplacer. U0, c'est donc 1 sur 1 moins Q, Q qui est 1 tiers. Je calcule. 1 sur 1 moins 1 tiers, c'est 1 sur 2 tiers. C'est donc 3 demi. Et comme par magie, 3 demi, ça vaut quoi en valeur décimale? 1,5. Donc j'observe que le résultat que je trouve par le calcul est cohérent avec les nombres que j'obtenais sur la calculatrice. Et donc la limite de Sn, c'est 1,5. Parcours numéro 1, exercice 2, l'exercice classique avec une suite arithmético-géométrique. Donc pour commencer, on a notre suite définie par récurrence avec son premier terme U0. Sur la calculatrice, on peut tout à fait définir notre suite et à l'aide d'un graphique ou d'un tableau, observer les premières valeurs pour voir son comportement. Là, on observe moins 4, 9,66, moins 13, 24, moins 38, 67, moins 108. On a l'impression que la suite prend des valeurs de plus en plus grandes en alternant deux signes, entre moins et plus. Si on regarde graphiquement, on a cette même conjecture où la suite alterne entre des valeurs très grandes, puis des valeurs très petites, positives, puis négatives. Alors, le schéma est toujours le même pour ce genre d'exercice. Je rappelle la méthode. On commence par trouver la limite éventuelle alpha de notre suite UN. Donc ça, pour ça, on résout une équation. Ensuite, on pose une suite Vn qui est égale toujours à Un moins cette limite éventuelle, alpha. Troisième étape, on montre que Vn est géométrique. Et ensuite, on exprime Vn puis Un en fonction de n. Et comme on a une formule explicite pour Un, on peut ensuite facilement déterminer cette limite de la suite UN. Donc cet exercice était guidé. La première étape, vous demandez de résoudre une certaine équation. Allons-y. On cherche donc à résoudre cette équation, x égale moins 5 tiers de x plus 3. Bon, cette équation ne sort pas de nulle part, c'est exactement, si on remarque bien, un plus 1 égale moins 5 tiers de un plus 3. En fait, x joue le rôle de un plus 1 et de un. Alors, c'est équivalent à quoi cette équation? On va mettre les x ensemble, donc x plus 5 tiers de x égale 3. On va résoudre. X plus 5 tiers de x, donc x c'est quoi? C'est 3 tiers de x, plus 5 tiers, donc 8 tiers de x, égale 3. Ensuite, il faut que je trouve uniquement ce que vaut x, donc je vais diviser par 8 tiers, autrement dit multiplier par l'inverse, 3 huitièmes, et j'obtiens x égale 3 fois 3 huitièmes. Autrement dit, x vaut 9 huitièmes. Cette fraction est irréductible, je ne peux plus simplifier. Voilà la solution de mon équation. Je peux écrire, si je souhaite, s égale 9 huitièmes. Je peux tout à fait aussi m'arrêter ici, x égale 9 huitièmes. Deuxième question, donc pas de surprise, on vous pose Vn égale Un moins alpha et on vous demande de démontrer que cette suite est géométrique. Bon, comment on fait? On a besoin de calculer Vn plus 1 et de montrer que c'est égal à une raison fois Vn. Vn plus 1, si je remplace, c'est Un plus 1 moins alpha. Alpha, on a trouvé la réponse juste à la question d'avant, c'était 9 huitièmes. Et Un plus 1, on sait que c'est moins 5 tiers de Un plus 3. Donc on obtient ceci. Écrivons-le plus simplement. On a moins 5 tiers de Un plus 3 moins 9 huitièmes. Donc si je simplifie en mettant le même dénominateur, 3, ça va devenir 3 fois 8, donc 24
huitième, moins 9 huitièmes. Et en simplifiant, je trouve moins 5 tiers de un plus 15 huitièmes. Maintenant, il faut être assez futé. On sait très bien que Vn plus 1 doit être égal à une raison fois Vn. Et cette raison, en règle générale, ça va être le coefficient qui est devant un. Donc essayons de forcer la factorisation par moins 5 tiers. On a donc moins 5 tiers facteur de un. Et comment obtenir plus 15 huitièmes? Eh bien, à partir de moins 5 tiers, je vais devoir faire moins. 15, je peux l'obtenir en faisant 5 fois 3. Et 8, je peux l'obtenir en faisant 3 fois 8 tiers. Donc, bon, si on détaille, ça fait 3 sur 8 tiers. Et en fait, sans grande surprise, 3 sur 8 tiers, c'est 3 fois 3 huitièmes. Et on retrouve 9 huitièmes. Super, c'est alpha. Donc, en fait, ceci, c'est moins 5 tiers de un moins alpha. Un moins alpha qui n'est rien d'autre que Vn. On a donc Vn plus 1 qui vaut moins 5 tiers de Vn. Ceci suffit pour démontrer que Vn est géométrique. On nous demandait d'expliciter la raison et le premier terme. La raison, c'est très simple, c'est moins 5 tiers. Et le premier terme, eh bien, on peut le calculer à partir de l'expression de Vn en remplaçant n par 0. On a donc U0 moins alpha. U0, c'est donné dans l'énoncé, c'est moins 4. Et alpha, c'est 9 huitièmes. Donc vous calculez moins 4 moins 9 huitièmes. Moins 4, il faut que je mette au même dénominateur, donc moins 4 fois 8, ça va nous faire moins 32 huitièmes, moins 9 huitièmes. Et moins 32 moins 9, on va obtenir donc, je le fais ici, moins 41 huitièmes. Donc on peut préciser ici, V0 vaut moins 41 huitièmes et Q moins 5 tiers. Petit c, en déduire l'expression de Vn en fonction de n, puis celle de un. Bon, bah, étape par étape, pour Vn, c'est simple, on a trouvé V0, le premier terme, et la raison Q. Et on sait que Vn est géométrique. Donc, pour tout n entier naturel, Vn, ça peut s'exprimer en fonction de n comme suit. C'est V0 fois Q à la puissance n. Il suffit de remplacer chaque nombre par sa valeur. V0, c'est moins 41 huitièmes. Q, c'est moins 5 tiers. Et il est élevé à la puissance n. Voilà pour Vn. Maintenant, pour un, il faut que je reparte du principe que Vn, c'est un moins alpha. Donc, si Vn, c'est un moins alpha, c'est que un, c'est Vn plus alpha. C'est exactement comme quand on résout une équation. Le moins alpha, si on fait plus alpha dans le membre de droite et dans le membre de gauche, on obtient à droite un et à gauche Vn moins alpha. Donc ici, un égale Vn plus alpha, si on fait plus alpha. Alors, je remplace Vn par ce que je viens de trouver, moins 41 huitièmes fois moins 5 tiers élevé à la puissance n, et je dois ajouter alpha. Alpha, si on regarde précédemment, on avait trouvé 9 huitièmes. On l'ajoute ici. Voilà pour un en fonction de n. Petit d, la question finale, on vous demande est-ce que la suite un est convergente? Autrement dit, admet-elle une limite finie ou bien est-elle divergente? Alors, on a une suite qui ressemble à ceci. Analysons de plus près les termes de cette suite. 9 huitièmes, c'est une constante. On sait déjà qu'il ne va pas avoir d'influence sur la limite, vu qu'il ne dépend pas de n pour l'instant. Regardons, moins 41 huitièmes, c'est le coefficient de moins 5 tiers élevé à la puissance n, et il est négatif. Ok. Regardons moins 5 tiers à la puissance n. On remarque quelque chose, moins 5 tiers étant négatif, en fonction de la parité de n, le résultat sera soit positif, soit négatif. Moins 5 tiers au carré, c'est positif. Moins 5 tiers au cube, c'est négatif. Moins 5 tiers puissance 4, c'est positif. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et le problème, c'est que, enfin le problème, ce n'est pas forcément un, mais moins 5 tiers, c'est plus petit strictement que 1. Autrement dit, tout ceci
ça va prendre des valeurs de plus en plus grandes en valeur absolue. C'est ce qu'on a remarqué tout à l'heure sur la calculatrice. Donc en fait, tout ceci, ça va tendre vers quelque chose qui alterne entre plus l'infini et moins l'infini. Donc au final, est-ce qu'on peut dire que ça converge? Non. La suite UN diverge. Et je rappelle que diverger, c'est le contraire de converger. Donc, elle ne converge pas. Exercice 3, il s'agissait d'un vrai ou faux avec 4 questions. Et on est toujours dans ce principe de modélisation d'une suite arithmético-géométrique. Alors, j'ai surligné en jaune l'information initiale. Donc, on a 54 000 habitants. Ça va correspondre, du coup, pour nous, à notre U0. La valeur initiale de laquelle on part, c'est 54 000. Ensuite, on sait que chaque année, le nombre augmente de 5%. On sait qu'une augmentation de 5%, ça se symbolise par une multiplication par le coefficient multiplicateur 1,05. Et une diminution de 300 personnes, là on ne parle plus en pourcentage, ça veut dire qu'on retire 300 personnes. Autrement dit, si on modélise par UN le nombre de personnes dans cette ville, on n'a que UN plus 1, c'est 1,05 de UN moins 300. Et on part avec combien d'habitants initialement? Eh bien U0, 54 000. Ok, là on a modélisé notre suite. Je rappelle la méthode. On sait très bien que le schéma, ce sera de trouver une limite éventuelle, poser Vn égale Un moins alpha, montrer que Vn est géométrique, exprimer Vn puis Un en fonction de n, et déterminer si elle existe la limite de Un. Alors avant toute chose, si on a une calculatrice, on peut modéliser cette suite pour observer rapidement son comportement. C'est ce qu'on a fait ici. Observons déjà sur le tableau. On voit que le nombre d'habitants a l'air de constamment augmenter. Est-ce qu'il va converger ou non? Ça, c'est trop tôt pour le dire. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il a l'air d'augmenter, augmenter sans cesse. Grâce au graphique, on a l'impression que la suite va diverger. Ça a l'air d'augmenter de plus en plus sans pour autant diminuer au bout d'un moment. Observons si c'est bien le résultat souhaité. Première question, on nous affirme que l'année prochaine, la ville comportera 56 400 habitants. Autrement dit, l'année prochaine, eh bien comme c'est l'année d'après U0, c'est U1. Combien d'habitants aura-t-on en U1? On aura 1,05 fois U0 moins 300. Autrement dit, 1,05 fois 54 000 moins 300. Et ceci, après calcul, ça nous donne bien 56 400. Donc l'affirmation était vraie pour le petit a. Pour s'en convaincre, petit calcul sur la calculatrice, 1,05 fois 54 000 moins 300, ça fait bien 56 400. Imaginons que vous soyez dans un monde où la calculatrice est interdite. Comment faire? Bon, ajouter 5%, il faut se dire que c'est prendre 54 000 et lui ajouter la moitié de 10% de 54 000. 10% c'est 5 400. Je prends la moitié, 5 400 sur 2. Et ensuite, je dois retirer les 300 personnes qui quittent la ville malheureusement. 54 000 plus la moitié de 5 400. La moitié de 5 400, c'est 2700. Je dis pas de bêtises. Donc 2700, ça va nous donner 56 700 moins 300, donc 56 400. Et sans calculatrice, on retombe quand même sur nos pattes. Petit b, ça va aller très vite. C'est exactement ce qu'on a vu au tout début de l'exercice. Comme on a compris le principe, on sait bien que UN plus 1, ça va être 1,05 fois UN moins 300. 1,05 correspond au coefficient multiplicateur du nombre d'habitants, c'est l'augmentation de 5%. Et moins 300, ça modélise les 300 personnes qui quittent la ville. 300 personnes qui quittent la ville, qui partent, qui... Bon, là, vous pouvez être plutôt libre sur la formulation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont les 300 personnes qui, malheureusement, nous quittent. Petit c, on vous demande, est-ce que la suite constante égale à 200, donc autrement dit, est-ce que la suite définie par an égale 200, vérifie la relation de récurrence définie plus haut.
Pour ceci, rien de plus compliqué, on va tester. Est-ce que 200, qui joue le rôle de un plus 1, c'est égal à 1,05 fois 200 moins 300? Pour détailler, qu'est-ce qu'on a voulu faire ici? On a voulu vérifier que an plus 1, qui est égal à 200, est bien égal à 1,05 fois an, qui est égal à 200, puisque la suite est constante, moins 300. Eh bien, cette égalité, en l'occurrence, elle est fausse, donc ça veut dire que 200 ne respecte pas cette relation de récurrence. Autrement dit, petit c, c'est faux. Et pour le petit b, on n'avait pas mis, mais c'est vrai. Alors, encore une fois, je vous ai dit que le calcul était incorrect, mais on peut le vérifier à la calculatrice. 1,05 fois 200, ça nous donne... 1,05 fois 200 moins 300, ça donne moins 90, qui est donc différent de 200, donc le calcul était erroné. Si la calculatrice était interdite, 1,05 fois 200, c'est 200 plus 5% de 200, 5% de 200 c'est 5, 5% de 200 c'est 10. Autrement dit, on fait 200 plus 10 moins 300. Et ceci, ça nous donne moins 90, qui est bien différent de 200. Donc l'affirmation C, elle était bien fausse. Alors, pour aborder la dernière question du vrai-faux, le petit d, elle nous demandait, est-ce que si l'évolution reste identique, la population de la ville tend vers 0? Alors, intuitivement, on se doute bien que ça va être faux. Par contre, comment on peut justifier ceci? Je rappelle que l'intérêt, c'est de justifier. Dire que la population ne peut pas tendre vers 0 parce que c'est inconcevable, invraisemblable, ou que l'augmentation sera toujours plus grande que le nombre de personnes qui partent, c'est rigoureusement un petit peu insuffisant. Essayons de voir comment on peut démontrer que l'affirmation est fausse. Eh bien, on va le faire un petit peu par l'absurde. Supposons que l'évolution du nombre d'habitants converge vers une certaine quantité. Je rappelle qu'au tout début, on avait on avait regardé sur la calculatrice l'évolution de la suite et ça semblait monter progressivement, donc aller vers plus l'infini. Supposons que la suite convergeait. On aurait donc une limite L pour cette suite-là, et comme c'est la limite de un, ça veut dire que c'est aussi la limite de un plus 1. Autrement dit, vu que j'ai un plus 1 égale 1,05 un moins 300, si je fais tout tendre vers l'infini, et que je suppose que ma suite un converge, j'aurai L qui est égal à 1,05 L moins 300. Tout ceci, c'est sous réserve de supposer que ma suite converge vers L. Si je résous cette petite équation, ça me donne la limite éventuelle, si elle existe, de un. Calculons. Je me fais L moins 1,05 L égale moins 300. J'obtiens donc moins 0,05 L égale moins 300. Jusque-là, ça va. Je divise par moins 0,05. J'ai donc 300 sur 0,05 que je peux écrire 5 sur 100. Pourquoi c'est plus sympa de l'écrire sous forme fractionnaire? Pour repérer que 300 sur 5 sur 100, c'est 300 fois l'inverse, donc fois 100 sur 5. 300 fois 100, 300 000 sur 5, donc L serait égal à 60 000. Alors, point de vigilance. Là, ce qu'on vient de démontrer, ce n'est pas que la limite de un, c'est 60 000, c'est que la limite de un, si elle existe, doit être égale à 60 000. Autrement dit, ceci nous permet de conclure que l'affirmation D est fausse, parce qu'on nous parlerait d'une limite éventuelle égale à 0. En l'occurrence, impossible. La limite, si elle existe, c'est 60 000. Mais point de vigilance quand même, parce que là, on ne peut pas dire que la suite converge vers 60 000. J'insiste parce que c'est important, on peut juste dire que si la limite existe, alors elle est égale à 60 000, donc ne peut pas être égale à 0. L différent de 0 si L existe, donc l'affirmation D est fausse. Et on en a fini pour le vrai ou faux. Alors, petite correction, ici 300 fois 100 sur 5, ça donne bien
30 000 sur 5 et non pas 300 000 sur 5. Donc on aurait une limite éventuelle de 6 000 et non pas 60 000. On va voir ce que ça implique comme changement. Donc ce n'était pas demandé ici, mais si on reprend la méthode pour les exercices avec les suites arithmético-géométriques, rappel, petit 1, trouver la limite éventuelle alpha. Petit 2, on pose Vn égale Un moins alpha. Petit 3, démontrer que Vn est géométrique. Petit 4, exprimer Vn puis Un en fonction de n. Et petit 5, on peut trouver la limite de Un si elle existe. Ici, si on avait continué, on aurait remarqué que justement la limite, ce n'est pas 6000 qu'on avait trouvé, mais bien une beaucoup plus grande valeur, à savoir plus l'infini. On part de cette relation de récurrence, on a notre Un plus 1 en fonction de Un et notre U0. Première étape, la limite éventuelle alpha, c'est la solution de cette équation. Deuxième étape, on pose Vn égale Un moins alpha. Ensuite, troisième étape, on trouve la raison de Vn. Quatrième étape, on exprime Vn en fonction de n. Ça nous permet d'en déduire Un en fonction de n. Et on en déduit la limite. Ici, cette limite, on a une quantité positive fois 1,05 fois puissance n. Il s'avère que 1,05 est plus grand que 1. Donc, la limite de tout ceci, c'est plus l'infini. Et donc, le petit 6000 qu'on lui ajoute ne change rien à la limite qui reste plus l'infini. Parcours numéro 2, exercice 4. On a l'exercice classique des suites arithmético-géométriques. Donc, je ne vous refais pas la méthode, mais ces 5 points sont exactement ce qu'on attend. Donc, voici le détail. On a notre suite avec U0, le nombre d'abeilles qu'on a au départ, donc 10 000, et Un plus 1. Comment je peux le représenter? Eh bien, je perds 20% d'abeilles chaque année, donc ça représente un coefficient multiplicateur de 0,8. Et comme je rachète 10 000 abeilles chaque année, je le modélise par plus 10 000 chaque année. Une fois que j'ai ça, première étape, trouver la limite éventuelle. Autrement dit, résoudre alpha égale 0,8 alpha plus 10 000. On résout l'équation, on trouve comme solution alpha égale 50 000. C'est donc la limite éventuelle. On pose, deuxième étape, Vn égale Un moins alpha. Un moins 50 000. Donc, prouvons que cette suite est géométrique. Troisième étape, Vn plus 1 en le calculant. On sait que c'est Un plus 1 moins alpha. Petite astuce, Un plus 1, on peut utiliser la formule de récurrence. Et alpha, comme on sait qu'il est solution de cette équation, on peut utiliser cette écriture-là, qui est égale à alpha. Autrement dit, on a Vn plus 1 qui est égal à 0,8 Un plus 10 000 moins 0,8 alpha plus 10 000. 10 000 moins 10 000, merci, au revoir. Il va rester 0,8 Un moins 0,8 alpha. Donc je factorise par 0,8, 0,8 Un moins alpha, qui est exactement Vn. Donc en fait, j'ai 0,8 fois Vn. Parfait, la suite elle est géométrique. Je peux passer à la quatrième étape, exprimer Vn en fonction de n. C'est donc V0 fois la raison puissance n, la raison qui est 0,8. V0, après un petit calcul, c'est U0 moins 50 000, 10 000 moins 50 000 moins 40 000. Et donc une fois que j'ai Vn, je peux obtenir Un, puisque Vn c'est Un moins alpha, Un c'est Vn plus alpha. Qui me donne donc moins 40 000 fois 0,8 puissance n plus 50 000. Dernière étape et le tour est joué. On cherche la limite de Un, qui représente le nombre d'abeilles dans beaucoup d'années, si l'évolution reste identique. Pour trouver cette limite, rien de plus simple, je regarde 0,8 puissance n, c'est le seul nombre qui dépend de n. Et bien cette chose-là, comme 0,8 est plus petit que 1, et bien ça va tendre vers 0. Ça, c'est dans notre cours. Donc, quelque chose qui tend vers 0 fois une constante, ça va tendre vers 0. Et si je rajoute 50 000, eh bien, tout ceci, je peux affirmer que ça va converger vers 50 000. Donc, la limite de Un, ce n'est rien d'autre que ce nombre qu'on vient de donner, à savoir 50 000. Interprétation du résultat, si l'évolution reste identique, eh bien, dans de nombreuses années, le nombre d'abeilles va commencer à se stabiliser autour de 50 000 abeilles. Et on en a fini pour l'exercice 4. Exercice 5, dernier exercice, allez, courage. C'était encore un vrai faux. Cette fois-ci, on avait une suite qui allait être uniquement géométrique. La suite IN, elle représente l'intensité des sons. Et on a I0 qui est égal à 80 décibels. Et on sait que à chaque couche que l'on rajoute,
on diminue l'intensité, on la réduit de 20%. Comment ça se concrétise? Réduire de 20%, c'est garder 80%, donc 0,8, fois l'intensité que j'avais précédemment. Donc si on détaille ceci, 0,8, ça correspond à la perte de 20%. Ce qu'on appelle perte, on peut aussi l'appeler réduction de 20%. Voici pour la modélisation de la suite. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? La limite de IN est 0, petit a. Eh bien, IN, c'est une suite géométrique, on vient de le dire. Donc, on peut l'exprimer en fonction de n, c'est I0 fois Q puissance n. I0, c'est 80, Q, c'est 0,8, puissance n. Tout ceci, vous savez déterminer la limite. 0,8 puissance n, ça va tendre vers 0. Donc, si je multiplie par une constante, ça ne change rien. Tout ceci tend vers 0. Donc, l'affirmation A est vraie. La limite de IN, c'est bien 0. Ensuite, pour le petit b, on vous demandait la limite de Sn, sachant que Sn, c'est I0 plus I1 plus, etc. plus IN. Dès qu'on appelle une suite avec S majuscule, c'est que ça représente la somme des premiers termes d'une suite, en l'occurrence une suite géométrique. Donc, vous connaissez la formule par cœur, la limite de Sn, c'est le premier terme sur 1 moins la raison. Le premier terme, c'est I0, 1 moins la raison. I0, je sais que c'est, on l'a vu plus haut, 80 décibels. Et 1 moins la raison, c'est 1 moins 0,8, puisque la raison, c'est 0,8. Il ne me reste plus qu'à détailler ce calcul. Ça fait 80 sur 0,2. Si la calculatrice est interdite, pas de panique. 0,2, c'est 2 dixièmes. C'est donc 80 sur 2 dixièmes. Diviser, c'est multiplier par l'inverse. L'inverse de 2 dixièmes, c'est 10 demi, autrement dit 5. Et 80 fois 5, ça me donne 8 fois 5, 40. Je rajoute un 0, 400. Sachant que l'affirmation était la limite de Sn est 400. Eh bien, c'est bien ce qu'on a trouvé. Donc, l'affirmation B est vraie, elle aussi. Pour le petit c, l'affirmation C, on faisait intervenir la fonction exponentielle. Donc, pour les personnes qui connaissent un peu moins bien cette fonction, ici en bas sur GeoGebra, on voit sa représentation graphique. Donc, on voit que ça part vers x moins l'infini, vers des valeurs très proches de 0 positif. Et petit à petit, à un moment, ça va monter très vite en flèche, à vitesse, comme on dit, exponentielle. Les seules choses à retenir sur cette fonction sont ce que je vais écrire ici en marron. Exponentielle de x, c'est toujours strictement positif, et ce, pour tout x réel. Ça me permet de préciser que exponentielle de x, c'est défini pour tout x réel. Autre chose à savoir, la dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Donc si f de x, c'est e de x, sa dérivée, c'est lui-même. Et autre chose à savoir, donc l'exponentielle est croissante. Elle est même croissante strictement, puisque d'une valeur à l'autre, je suis toujours strictement plus grand. Maintenant qu'on sait ça, on peut s'intéresser à la fameuse limite dont on parlait. Limite lorsque n tend vers plus l'infini de exponentielle de in sur exponentielle de moins n carré. Pour la trouver, comme c'est un quotient, on va s'intéresser à la limite du numérateur, puis la limite du dénominateur. Commençons, puisque c'est plus simple, par notre dénominateur. Exponentielle de moins n carré. On sait qu'on fait tendre n vers plus l'infini. Donc n carré tend vers plus l'infini. Donc moins n carré tend vers moins l'infini. Donc exponentielle de moins n carré, eh ben, on est où si on fait l'exponentielle de moins l'infini? On est vers quelque chose de très proche de 0 positif. Donc tout ceci tend vers 0 plus au niveau du dénominateur. Quant au numérateur, si on regarde un petit peu, in, on a démontré à la question 1 que ça tendait vers 0. Donc exponentielle de in, ça tend vers exponentielle de 0. Eh bien, autre chose à savoir sur cette fonction, on va la rajouter en marron. Exponentielle de 0, c'est 1.
Et exponentielle de 1, qu'on note aussi plus simplement exponentielle, c'est une valeur proche de 2,7. Bon, pour l'instant, on n'a pas besoin de ça. Ne nous perturbons pas trop. J'ai donc exponentielle de in au numérateur qui tend vers 1, puisque c'est exponentielle de 0. Et à ce moment-là, que vaut 1 sur 0 plus? Quand on parle en limite, eh bien 1 sur 0 plus, ça va me donner plus l'infini. Regardons l'affirmation, on nous disait la limite égale plus l'infini, c'est bien ce qu'on a trouvé. Donc petit c, l'affirmation est vraie. Et on peut enchaîner avec petit d. Pour le petit d, on fait intervenir une fonction qu'on n'avait pas encore vue jusque-là dans l'interro, c'est sinus. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur sinus? Eh bien, on va utiliser GeoGebra. Voici donc la représentation graphique de ma sinusoïde. Donc la fonction sinus, elle est sinusoïdale, c'est de là que vient ce mot-là. Autrement dit, elle fait des petites dodanes, des petites montagnes comme ceci. Et ces valeurs, c'est ce qu'il fallait savoir, ces valeurs sont comprises entre -1 et 1. Autrement dit, je monte jusqu'à 1, je redescends jusqu'à -1, je remonte jusqu'à 1, je redescends jusqu'à -1, ainsi de suite indéfiniment. On remarque donc que cette fonction n'a pas de limite en plus l'infini et pas de limite en moins l'infini. Par contre, dès qu'on a une fonction qui est bornée, comprise entre deux quantités, on va faire appel au théorème des gendarmes. Je sais que sinus de in, c'est compris entre 1 et -1. Maintenant, ce qui m'intéresse, ce n'est pas sinus de in, c'est sinus de in sur n au cube plus 3n moins 3. Eh bien, si j'ai divisé par cette quantité ici, je dois diviser par cette quantité ici. À noter, les plus malins d'entre vous vont peut-être se dire, mais attention, si on divise par une quantité négative dans une inégalité, on est censé changer le symbole de comparaison. Tout à fait. Seulement, comme au début je compare entre -1 et 1, même si je divise par quelque chose de négatif, 1 deviendra -1 et -1 deviendra 1. Donc dans ce cas-là, je peux diviser sans me soucier du signe. Mais c'est un cas très particulier. Attention à ne pas généraliser. Ce qu'il faut retenir maintenant, c'est qu'on a encadré cette chose-là dont on cherche la limite entre une chose qui tend vers -1 sur n cube plus 3n moins 3. N cube, c'est plus l'infini, plus 3n plus l'infini, et moins 3, c'est des broutilles. Donc tout ceci tend vers 1 sur l'infini, autrement dit 0. Pareil à droite, 1 sur n cube plus 3n moins 3, pareil, ça tend vers 0. Les deux gendarmes tendent vers 0. Le voleur est pris au piège, il va tendre également vers 0. Et donc la limite de cette chose-là, c'est 0. L'affirmation nous disait que la limite était plus l'infini. Eh bien cette fois-ci, elle s'est trompée. Donc l'affirmation est fausse. Et on passe aux deux dernières. Alors pour le petit e, cette fois-ci, on définit une nouvelle suite un et on cherche à savoir s'il est vrai que un est égal à 1 sur 1 plus 2 tiers puissance n. Pour le savoir, on va devoir ici remarquer que on a un égale 3 puissance n sur 3 puissance n plus 2 puissance n. Pour voir si on obtient bien l'assertion proposée dans le petit e, on va factoriser en haut et en bas par 3 puissance n. Observons ce que ça donne. 3 puissance n au numérateur, 3 puissance n au dénominateur. Au numérateur, j'ai 3 puissance n fois 1. Et au dénominateur, j'ai 3 puissance n fois 1 plus 2 puissance n sur 3 puissance n. Vous devez savoir que a puissance n sur b puissance n, c'est a sur b, le tout à la puissance n. Je peux donc réécrire ceci comme ceci, 1 plus 2 tiers, le tout à la puissance n. Et maintenant, comme j'ai factorisé par 3 puissance n, je peux simplifier par 3 puissance n. Pourquoi? Eh bien déjà, il faut que je précise, 3 puissance n ne peut jamais être égal à 0. Donc ici, je ne divise jamais par 0, étant donné que 3 puissance n donnera toujours un nombre qui est égal à 3, 9, 27, toutes les puissances de 3, puisque n est positif.
Donc en simplifiant, il me reste 1 sur 1 plus 2 tiers, le tout à la puissance n. Je remarque, avec un petit coup d'œil, que c'est l'assertion E. Pour tout n, un égale 1 sur 1 plus 2 tiers à la puissance n. L'affirmation est donc correcte. Dernière question et c'est terminé. Cette fois-ci, on vous parle d'une suite qui s'appelle Vn. On vous dit qu'elle est géométrique de raison 1. Et à ce moment-là, vous devez déjà avoir fait tilt. Une suite géométrique de raison 1, ça veut dire qu'à chaque terme, je multiplie par 1 le précédent. Donc en fait, c'est une suite qui est constante. Puisque Vn plus 1 égale 1 fois Vn, Vn plus 1 égale Vn, et ce pour tout n. Donc en fait, Vn, c'est égal à V0 pour tout n, et on me dit dans l'énoncé que V0, c'est le premier terme, moins racine de 3. Ok, on cherche à déterminer limite de un fois Vn, lorsque n tend vers plus l'infini. Un, si on réfléchit bien, jusque-là, on n'a pas trouvé sa limite. On a juste dit que ça pouvait s'écrire 1 sur 1 plus 2 tiers puissance n. Mais pour déterminer sa limite, si l'exercice est bien fait, on peut se baser sur ce qu'on vient de trouver. Si un c'est égal à ceci, eh bien peut-être que c'est plus facile de trouver la limite de ceci. Donc, si je regarde, si n tend vers plus l'infini, 2 tiers puissance n, comme 2 tiers est plus petit que 1, ça va tendre vers 0. Je vais un petit peu vite là-dessus. 2 tiers qui est plus petit que 1 puissance n qui tend vers plus l'infini, ça va tendre petit à petit vers 0. Donc tout ceci va tendre vers 1 sur 1 plus 0, autrement dit 1 sur 1. Donc 1. On a trouvé que la limite de un, c'est 1. Et Vn, comme c'est une suite constante égale à moins racine de 3, la limite de Vn, c'est moins racine de 3. Et je rappelle, limite de un, c'est 1. Dans votre cours, vous savez que deux suites qui convergent, si on s'intéresse à la limite du produit, on peut dire que c'est le produit des limites. Donc en l'occurrence, limite de un fois Vn, c'est la limite de Vn, moins racine de 3, fois la limite de un, qui est 1. Autrement dit, ça fait moins racine de 3. L'affirmation f me disait que la limite du produit était moins 3 racine de 3 sur 2. C'est différent de la limite réelle du produit, donc l'affirmation est fausse. Et voilà, on en a fini pour cet interro numéro 1 sur les suites numériques.